Et comment, ça va? Un jour de neige, dans la zone rurale du Wisconsin, Ed accomplit ses tâches quotidiennes dans la grange de la famille avant d'aller dans une maison où il se faufile pour observer deux femmes, Adeline et Madson, à un moment inapproprié. Après avoir fait du bruit, il attire l'attention sur lui et part rapidement de là. Il retourne chez lui où il met les vêtements de sa mère pour se satisfaire. Augusta, une mère très religieuse, le trouve et le punit. Avant de le laisser partir, elle exige qu'il ne parle avec aucune Jézabel, especially Adeline, car toutes les fanites ou les femmes sont des outils du mal. Plus tard, Ed va dans un snack bar avec Adeline. Alors, ils se rencontrent. Elle lui montre des photos de corps morts dans un camp nazi et Ed commence à sembler vraiment mal à l'aise. Adeline le laisse même voir un magazine sur une criminelle de guerre nommée Il Sacoche. Le regard nerveux disparaît du visage d'Ed pendant qu'il feuillette les pages pour voir les différents crimes qu'Ilsa a commis. Il semble même fasciné. Adeline laisse Ed emporter le magazine et les photos chez lui. Quand il rentre, le frère aîné d'Ed, Henry, dit qu'il va quitter la maison pour rester avec sa petite amie. Il conseille à Ed de quitter la maison aussi, affirmant que leur mère est très religieuse et malade. Mais Ed n'aime pas ce qu'il dit, alors il pousse Henry avant de prendre une bûche proche et de le frapper à la tête. Pendant qu'Henry est au sol en sang, Eddie s'éloigne. Henry alors se lève soudainement et dit à Eddie qu'il va parler à leur mère pour clarifier les choses. Plus tard, cette nuit-là, Ed demande à Augusta pendant le dîner si elle a parlé avec Henry et elle dit qu'elle ne l'a pas vu depuis une semaine. Augusta dit à Ed de ne pas lui briser le cœur et il promet qu'il ne le fera pas. Le jour suivant, Ed retourne à la grange et voit Henry mort au sol. Ed avait imaginé qu'Henry s'était levé après avoir été frappé avec la bûche et il semble qu'il est mort depuis un moment. Ed traîne alors son corps loin de la grange, jette un tas de branches sur lui et y met le feu. Il court de retour à la maison, criant pour Augusta qui sort en courant par la porte. Et Ed invente un mensonge, disant que le feu est devenu hors de contrôle et qu'il ne peut pas trouver Henry. Augusta appelle la police et il trouve le corps mort d'Henry. La mère pleure hystériquement. Ed s'en va. À la morgue, le technicien détermine la cause de la mort d'Henry comme étant l'asphyxie, bien que la police suspectait qu'il avait des hématomes. Ed rentre chez lui et découvre qu'Augusta a eu un AVC. Après qu'il rentre de l'hôpital, il commence à s'occuper d'elle. Cependant, les méthodes de soins d'Ed sont étranges. Pendant qu'il la nettoie, il fixe son corps d'une manière apparemment lascive. Augusta finit par décéder après avoir eu une crise cardiaque alors qu'elle criait après quelqu'un qui lui devait de l'argent. Après l'enterrement, Ed commence à entendre la voix de sa mère dans sa tête, disant qu'ils peuvent encore être ensemble, même si elle est morte. Il va au cimetière local et essaie de déterrer son corps, mais n'arrive pas à l'atteindre. Il entend alors la voix d'Augusta dans sa tête à nouveau, lui disant de déterrer le corps de la personne à côté d'elle. Ed ramène le corps mort d'une femme à la maison et la nettoie avant de la placer dans le vieux fauteuil à bascule de sa mère. Puis il la fixe simplement avec un sourire effrayant. De retour à la ferme de Plainfield, Ed a une hallucination de prisonnier de camp de concentration le poursuivant. Il court vers la maison à bout de souffle, convaincu qu'ils viennent le chercher parce qu'ils savent ce qu'il a fait. Alors, la voix de sa mère parle depuis l'au-delà, lui ordonnant d'obéir. En 1959, le cinéaste Alfred Hitchcock et sa femme, Alma Reville, dînent avec l'auteur du livre Psychose. Lui et Hitchcock discutent l'histoire de la vie et les crimes d'Ed plus en détail. En fait, Hitchcock est en train de faire un film basé sur le livre. À travers leur discussion, il devient clair que la fascination d'Ed pour la mort a commencé à un âge très précoce. De plus, il déterrait des corps de leur tombe, arrachait la chair de leur corps et l'utilisait pour faire des souvenirs grotesques. C'est quelque chose qu'Ed a appris en lisant le magazine sur Ilsa, qui détaillait comment elle réalisait les mêmes actes horribles sur des prisonniers juifs, inspirant les propres obsessions macabres d'Ed. De retour aux années 50, Eddie et Adeline sont à un rendez-vous. Adeline lui parle de ses rêves de quitter le Wisconsin pour déménager à New York où elle travaillerait comme photographe de scènes de crime. Ed partage avec elle qu'il a été inspiré par l'une des photos qu'elle lui a données. C'est une photo d'Ilsa tenant un crâne humain qu'elle a transformé en cendrier. Eddie dit à Adeline qu'il a fait un bol avec un crâne, mais elle pense qu'il plaisante. Il dit alors qu'il va lui montrer chez lui. Quand ils entrent là, Adeline remarque que l'endroit est dans un désordre complet. Dans la cuisine, Eddie lui demande d'être sa petite amie et elle accepte. Son attention se tourne alors vers l'évier où se trouve une scie ensanglantée, mais elle ne presse pas Ed pour une explication. Maintenant qu'ils sortent ensemble, il dit qu'il veut qu'elle rencontre sa mère. Pendant qu'ils montent les escaliers, Adeline remarque une chaise étrange. C'est une chaise faite de chair humaine. Mais encore une fois, Adeline ne questionne pas trop. Ils entrent dans l'ancienne chambre d'Augusta où son cadavre est assis sur un fauteuil à bascule. Adeline panique et sort en courant de la maison. Alors Ed va dans un bar local pour s'éclaircir les idées. Il commence par une conversation apparemment amicale avec la propriétaire du bar, Mary, mais la rencontre devient rapidement mortelle. Ed sort son fusil de chasse et lui tire dans la tête. Puis, il traîne son corps sans vie
de retour chez lui. Plus tard, la police interroge un homme sur la localisation de Mary maintenant qu'elle a disparu. L'homme explique qu'il a quitté le bar la nuit où Mary a disparu après qu'elle lui a dit de rentrer chez lui, mais il a vu la camionnette d'Eddie arriver alors qu'il partait. Quand la police fouille le bar, il découvre du sang sur le sol et près de la porte de derrière. Eddie arrive chez Adeline avec des fleurs plus tard, mais s'en va après avoir entendu une conversation entre elle et sa mère, où elle nie à avoir eu une relation avec lui. De retour à 1959, Hitchcock est en train de faire une adaptation cinématographique du livre à succès Psychose, qui est inspiré des crimes d'Eddie. Pour familiariser son acteur principal, Anthony Perkins, avec son personnage Norman Bates, Hitchcock l'emmène sur le décor qui est censé être l'ancienne maison d'Ed. À l'intérieur de la maison, Hitchcock lui montre certaines des choses qu'Ed a gardées de ses crimes, comme un crâne humain et des vulves préservées. Anthony panique avec tout ça et abandonne presque le film. Mais Hitchcock réussit à le persuader de continuer. Cependant, en même temps, Anthony lutte avec sa sexualité, ce qui affecte son travail. Il va voir une thérapeute qui suggère des méthodes de traitement non conventionnelles. Comme il veut vraiment être dans le film, il décide de suivre son conseil. Le film d'Hitchcock est finally fait et projeté dans les cinémas. Une scène du film montre Norman Bates tuant un personnage féminin sous la douche. Cependant, la scène fait un parallèle avec Ed tuant Adeline. La majorité du public sort du cinéma perturbé après la fin du film, mais cela excite Hitchcock au lieu de l'inquiéter. Il semble qu'il soit fier de l'impact choquant que son film a provoqué. Ensuite, Eddie est habillé avec les vieux vêtements de sa mère, portant un masque fait de sa peau pendant qu'il danse dans la maison. À ce moment, il entend frapper à la porte. Le film d'Hitchcock est finally fait et projeté dans les cinémas. Une scène du film montre Norman Bates tuant un personnage féminin sous la douche. Cependant, la scène fait un parallèle avec Ed tuant Adeline. La majorité du public sort du cinéma perturbé après la fin du film, mais cela excite Hitchcock au lieu de l'inquiéter. Il semble qu'il soit fier de l'impact choquant que son film a provoqué. Ensuite, Eddie est habillé avec les vieux vêtements de sa mère, portant un masque fait de sa peau pendant qu'il danse dans la maison. À ce moment, il entend frapper à la porte. Plus tard, ce jour-là, Ed rencontre Adeline au snack bar. Ils se réconcilient et Adeline lui montre 2 photos de la même personne. Elle explique à Ed comment la personne sur les images est transsexuelle et a subi une chirurgie pour faire la transition d'homme à femme. Une idée surgit chez Ed après avoir vu les photos et il dit à Adeline qu'il va la surprendre plus tard. Au cimetière, il déterre un autre corps, mais au lieu de le retirer de sa tombe, il prend juste la bague du doigt du cadavre et s'en va. Il l'utilise plus tard pour demander Adeline en mariage dans un cimetière et elle accepte sa proposition. Plus tard, Adeline demande de l'aide à Ed pour s'occuper de quelques enfants. Cependant, il finit par s'en occuper d'elle seule. Ed ramène les enfants chez lui, où il joue à des jeux macabres en utilisant des parties de corps humains et les effraie encore plus en manipulant une tête décomposée. Quand il les rend à leurs parents, ils l'avertissent avec colère de ne plus jamais revenir. Jusqu'à présent, les victimes d'Eddie incluent son frère Henry et la propriétaire du bar, Mary. En errant dans la ville, Ed tombe sur sa prochaine victime, une jeune femme handicapée nommée Evelyn. Elle était à l'origine la babysitter des enfants dont Ed s'occupait, mais avait été hospitalisée à cause de la poliomyélite. Maintenant qu'elle est de retour au travail, Eddie lui en veut d'avoir pris sa place. Il la confronte dans la rue, mais elle s'éloigne. Eddie n'a pas terminé. Cependant, plus tard, cette nuit-là, Evelyn garde des enfants et Eddie apparaît et la kidnappe. Il l'emmène dans sa grange. Evelyn est forcée de se déshabiller jusqu'à être en sous-vêtements, puis est attachée à une chaise. Il fait frapper le cadavre d'Augusta à plusieurs reprises sur sa tête avec un marteau et la scène se mélange avec d'autres du film Massacre à la tronçonneuse. Ensuite, Adeline entre complètement dans la chambre d'Augusta et tourne la chaise juste pour se retrouver face à face avec un cadavre. Pendant ce temps, à la grange, Ed est occupé à envelopper le corps mort d'Evelyn dans un drap blanc. Il est surpris par le son des cris horrifiés d'Adeline. En panique, elle court vers sa maison avec Eddie juste derrière. Elle réussit à verrouiller la porte d'entrée, mais Ed trouve bientôt un autre moyen d'entrer. Il la trouve dans sa chambre et Adeline exige de savoir la vérité sur le cadavre qu'elle a découvert. Ed admet que ce n'est pas le corps de sa mère, mais d'une autre femme qu'il a exhumée du cimetière. Adeline devrait être dégoûtée et perturbée, mais elle ne l'est pas. En fait, elle pose une question à Ed sur ce qu'il a ressenti quand il a fait ça. Elle lui dit que la mort ne la dérange pas. Plus tard, Eddie va à la quincaillerie locale pour acheter de la chaux et entame une conversation avec la propriétaire du magasin, Bernice Warden, remarquant à quel point elle semble émotive. Il la convainc de déjeuner avec lui et elle se confie sur une liaison passée avec un homme marié. Ils vont ensuite à un rendez-vous sur une patinoire avant de rentrer chez elle. Après un verre de vin, leur nuit devient intime et ils s'engagent
s'engage. Après, Bernice demande à Eddie de vivre avec elle. Bien qu'Eddie hésite à cause de ses sentiments pour Adeline, Bernice insiste pour qu'il l'oublie et commence à faire ses valises. Ed rentre chez lui pour faire exactement cela, mais il a une hallucination de sa mère morte. Dans cette hallucination, Augusta dit que Bernice est une prostituée et qu'elle a une maladie sexuellement transmissible. Cela secoue Eddie profondément. Et maintenant, il ne veut plus être avec elle. Eddie va au magasin de Bernice le jour suivant et il se dispute après qu'il rompt avec elle. Au lieu de quitter le magasin, Eddie achète une arme à Bernice et lui tire fatalement dans la nuque. Il traîne son corps jusqu'à sa grange, le mutile et le pend la tête en bas. Quand il montre à Adeline ce qu'il a fait, elle est étrangement fascinée par la scène macabre. En 1959, un cinéaste nommé Tob est devenu fasciné par Eddie et ses crimes et a trouvé que le film Psychose d'Hitchcock n'avait fait qu'effleurer la surface de la véritable horreur, l'inspirant à créer un film encore plus choquant et horrifiant. De retour à Adeline, elle couche avec un ouvrier agricole nommé Randy. Après qu'ils ont terminé, ils suivent des chemins séparés. Adeline rentre chez elle et se dispute avec sa mère parce qu'elle ne veut pas être femme au foyer. Elle a de plus grands rêves et ses rêves sont à New York. En dînant dans un restaurant, Adeline partage avec Eddie qu'elle déménage à cause d'un entretien d'embauche. Elle essaie de le persuader de venir avec elle, mais il n'est pas totalement convaincu. En rentrant chez eux, Adeline rompt avec Eddie. Il continue de la presser sur le fait de vouloir avoir des relations et fonder une famille. Et ce n'est pas quelque chose qu'elle veuille pour le moment. Adeline suggère alors à Eddie de trouver quelqu'un de nouveau avec qui être. Eddie proteste en disant qu'aucune des femmes de la ville n'est intéressée par lui. Et Adeline propose qu'il pourrait coucher avec un cadavre. À la place, ils vont dans un cimetière pour déterrer un corps récemment enterré. De manière répugnante, Eddie a des relations avec le cadavre 2 fois. Adeline arrive finalement à New York. Mais les choses ne vont pas aussi bien qu'elle l'espérait. Avec peu d'argent, elle loue un appartement sans chauffage. Pour aggraver les choses, son entretien d'embauche se passe terriblement mal, l'intervieweur questionnant son expérience et doutant de sa capacité à gérer le poste. Elle retourne à son appartement et en pleurant de manière incontrôlable. Une larme coule sur sa joue et s'y gèle instantanément car sa chambre est absurdement froide. Frustrée, Adeline descend dans le hall de l'immeuble pour confronter sa propriétaire. La femme ignore ses préoccupations et cela l'irrite. Adeline se baisse pour enlever ses talons hauts et immédiatement commence à la frapper avec eux à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Elle lui prend alors son argent avant de s'enfuir. Ne trouvant pas d'avenir pour elle à New York, Adeline retourne au Wisconsin. En rentrant chez elle, sa mère lui dit cruellement qu'elle ne l'a jamais voulu, en premier lieu. Elle va alors chez Ed pour essayer de coucher avec lui, mais il l'en empêche. Il dit que son corps est trop chaud. Adeline entre dans une baignoire pleine d'eau et Ed lui jette un seau de glace dessus. Dans une scène du passé, la criminelle de guerre Koch est trouvée, envoyée en prison pour payer pour ses crimes. Eddie apprend cela en lisant le magazine sur elle. Ensuite, un flashback montre le shérif adjoint Warden, fils de Bernice, lui demandant d'offrir un dîner de Thanksgiving. Bernice résiste initialement mais finit par dire oui. Au présent, le shérif adjoint et le shérif Schley entrent dans la quincaillerie de Bernice pour la chercher, mais ce qu'ils finissent par trouver, c'est du sang sur les murs. Warden refuse de croire que le sang appartient à la mère et Schley tente de le calmer. Schley sort alors pour interroger quelqu'un de l'autre côté de la rue sur la localisation de Bernice. Pendant ce temps, Warden s'aventure dans l'entrepôt du magasin et découvre un cadeau adressé à Ed. Maintenant, il suspecte qu'Ed puisse être impliqué dans ce qui est arrivé à sa mère. Lui et Schley vont à la maison d'Ed pour jeter un œil et ce qu'ils trouvent sont des choses vraiment perturbantes. La maison est un désordre, des mouches partout, une odeur horrible, des parties de corps humains et des intestins éparpillés. Et des masques faciaux faits de peau sont exposés comme des décorations grotesques. Il devient immédiatement clair pour Warden et Schley qu'ils sont entrés dans l'antre d'un tueur profondément perturbé. Ils appellent des renforts. Pendant que Schley et les autres policiers photographient la scène de crime, Warden court vers la grange à la recherche de sa mère. Là, il découvre son corps mutilé et sans tête suspendue. Pendant ce temps, Ed arrive à la maison dans sa camionnette et Schley le confronte immédiatement sur les crimes horribles. Warden sort en courant de la grange et commence à l'attaquer. Les autres policiers doivent retirer Warden de dessus lui avant d'arrêter Ed. Au poste de police, Schley interroge Ed sur les parties de corps découvertes chez lui. Il dit que, sur la base des preuves, il suspecte qu'Ed pourrait avoir tué environ 200 personnes. Ed affirme à plusieurs reprises qu'il ne se souvient pas et ne croit pas avoir tué qui que ce soit, bien qu'il admette déterrer des corps comme un hobby et garder des souvenirs macabres.
Schley presse alors Ed sur les disparitions de Mary, Evelyn et 2 chasseurs, mais il continue de nier toute implication. Même pendant un polygraphe, Ed affirme à nouveau n'avoir rien à voir avec leur disparition. Pendant que tout cela se passe, Adeline Eventuelli finalement découvre qu'Eddie a été arrêté et essaie de capitaliser sur l'attention. Mais son plan échoue parce que les médias veulent seulement poser des questions sur Ed et sa connexion avec lui. Après l'enterrement, Adeline s'approche de Warden et le perturbe en posant une question inappropriée sur ce que ça faisait de voir sa mère suspendue dans la grange. Heureusement pour Warden, Schley intervient et lui fait peur. Il l'invite ensuite chez lui pour le dîner de Thanksgiving. Le dîner commence tranquillement, mais dès que Schley commence à couper la dinde, Warden ne peut qu'imaginer Ed découpant sa mère. Il continue d'essayer de lutter avec la découverte horrible qu'Ed a assassiné sa mère et a pendu son corps mutilé dans la grange. Warden boit beaucoup et n'est pas vraiment apte à travailler. Le shérif l'appelle dans son bureau pour parler de son plan de poursuivre la succession d'Eddie. Warden explique qu'il a l'intention de vendre aux enchères les biens d'Ed pour percevoir des dédommagements, parce qu'il sent que c'est la seule manière d'obtenir une certaine justice pour sa mère et de tenir Ed responsable pour la douleur qu'il a causée. Au lieu d'être mis en prison, Ed a été interné dans une institution mentale. Les médecins déterminent qu'il est inapte à être jugé pour cause de folie. Bien que Schley comprenne le point de vue de Warden, il ne croit pas que vendre les biens d'Ed soit la bonne chose à faire. Cependant, le shérif adjoint est bien au-delà d'entendre la raison et est déterminé à poursuivre la vente aux enchères. Des tonnes de gens se présentent. Warden fait même payer l'entrée juste pour entrer dans la maison d'Eddie et regarder ses affaires. Schley se présente et essaye de faire l'arrêter la vente aux enchères à Warden à nouveau, mais Warden refuse d'écouter. Pendant que la vente continue, Warden prend l'ancienne voiture d'Ed pour un tour en ville afin que les gens fassent des offres. Il retourne à la propriété d'Ed et la trouve brûlée avec tous ses biens. Maintenant, il n'y a plus rien à vendre aux enchères, à part sa voiture. Cependant, les gens commencent immédiatement à enchérir. Au milieu de la frénésie de la vente aux enchères, Ed semble vivre confortablement à l'hôpital psychiatrique. Une des infirmières, Salty, lui donne même une bonne nouvelle. Avec tous ses biens vendus, il a gagné 300 Salty lui propose un accord. Elle obtiendra ce qu'il veut s'il lui donne une petite partie de son argent. Ed accepte et lui demande d'acheter 3 radios amateurs. Il veut les utiliser pour contacter 2 personnes, ses idoles Ilsa Koch et Christine Jorgensen. Il entre d'abord en contact avec Ilsa en Allemagne pour ses crimes. Elle insiste à plusieurs reprises auprès d'Ed qu'elle n'est pas coupable des choses dont elle a été accusée. Tandis qu'Ed admet qu'il n'a tué personne, il ne nie pas avoir fait une ceinture en peau humaine. Ils continuent de partager les difficultés de leur confinement. Ilsa parle de son arthrite, à force de rester debout pendant de longues heures dans sa cellule, et Ed mentionne ses douleurs et convulsions occasionnelles. Leur conversation est interrompue lorsque les gardiens de la prison l'informent qu'il est temps d'éteindre les lumières. Avant de raccrocher, elle dit à Ed de ne laisser personne le qualifier de monstre. Sachant qu'elle ne s'échappera jamais de prison, Ilsa décide d'en finir avec un drap. Ed appelle la célèbre actrice et chanteuse Christine Jorgensen ensuite via la radio amateur. Il lutte avec son identité de genre et se demande s'il peut être transgenre. Comme Christine est une femme trans, Eddie espère qu'elle pourra lui offrir des perspectives et des conseils. Il lui explique comment il a été proche de parties du corps féminin avant, alors qu'il se souvient de moments où il était entièrement vêtu d'un costume fait de chair humaine. Pendant ce temps, de nouveaux flashs de films apparaissent. Cette fois, Le Silence des agneaux, qui est inspiré du tueur en série de la vie réelle, Ed Gein. Bien que Christine soit perturbée d'entendre toutes les choses qu'Ed lui raconte sur les crimes qu'il a commis, elle essaie quand même de l'aider. Elle dit qu'elle ne croit pas qu'il soit transgenre, mais plutôt un gynophilique. Elle le décrit comme une personne qui est excessivement attirée sexuellement par les corps de femmes. Ed peine à tout assimiler. Maintenant, il se sent plus perdu que jamais sur qui il est. Christine lui souhaite une bonne nuit et il termine l'appel. Soudain, une femme fait irruption dans la chambre d'Eddie. C'est la nouvelle infirmière en chef, Rose, et elle informe Ed qu'il n'aura plus le même niveau de liberté qu'il avait avant. Heureusement pour Ed, Salty l'aide, en lui fournissant secrètement un jeu de clés lui permettant d'entrer et sortir de sa chambre librement. Mais Ed est dans un état mental encore pire après son appel avec Christine. Il entend constamment des voix lui disant de tuer des gens. Une nuit, il coince Rose dans la salle de bain et l'attaque avec une tronçonneuse. Il laisse son corps ensanglanté sur le sol de la salle de bain. Cependant, ce qui est étrange, c'est qu'il la voit marcher dans les couloirs le lendemain matin. Il commence immédiatement à paniquer et dit au médecin de l'hôpital qu'il l'a tuée la nuit précédente. Le médecin emmène alors Ed dans son bureau. Pendant sa conversation avec le docteur, un Ed ému révèle qu'une voix lui parle dans sa chambre. Quand le médecin demande qui il croit que c'est, Eddie répond que c'est le diable. Il continue en expliquant que la voix l'incite à commettre des actes maléfiques
pour qu'il puisse prendre son âme. Le médecin informe qu'une infirmière lui a dit qu'elle l'a vu utiliser une radio amateur pour parler à quelqu'un. Alors il dit au médecin qu'il parlait à Christine, qui lui a dit qu'il est un gynophilique. Cependant, le médecin dit à Ed que c'est lui qui lui a dit ce que signifiait gynophilique, pas Christine. En fait, le médecin explique qu'il n'a jamais parlé à Christine parce que les radios amateurs qu'il a demandé à faire envoyer n'ont jamais été réellement envoyées. Cela signifie qu'Ed n'a jamais parlé à Ilsa non plus. Le médecin dit qu'il utilisait différentes voix pour mener ses conversations. Il parlait tout seul tout le temps. Ed commence à pleurer encore plus. Le médecin révèle alors ses découvertes. Il explique à Ed qu'il a parlé avec lui assez longtemps et a consulté des collègues pour arriver à un diagnostic. Alors, il dit gentiment à Ed qu'il a la schizophrénie, une condition qui explique les voix qu'il a entendues et les hallucinations qu'il a eues. Ed demande si c'est pour cela qu'il a tué Bernice et Mary et déterré des tombes, et le médecin dit que oui. Tandis qu'Eddie continue de pleurer, le médecin dit qu'il y a de l'espoir pour lui. Malgré tout, il affirme qu'il peut lui donner une pilule qui arrêtera les voix dans sa tête et toutes les hallucinations. Il explique à Eddie que cela le fera se sentir entier. À Washington, dans les années 70, un homme feint d'avoir besoin d'aide et demande de l'assistance à une jeune femme juste pour la frapper à la tête et l'attacher. Quand elle reprend conscience, elle se retrouve au sol à côté d'une autre femme qui a été maîtrisée de la même manière. L'homme se révèle être le tristement célèbre tueur en série Ted Bundy. Il dit aux femmes qu'il va les agresser et les assassiner. Après avoir accompli ces actes horribles, Bundy s'en va, mais revient plus tard pour commettre d'autres agressions sur leur corps. À Salem, Oregon, le FBI visite une prison pour parler à un tueur en série, Jerry Brudos. Ils espèrent qu'il pourra offrir des perspectives qui pourraient les aider à traquer Bundy. Cependant, il ne se montre pas d'une grande aide. Le FBI tourne alors son attention vers Ed. Ils ont demandé à lui parler dans le passé et Ed a refusé. Mais maintenant qu'il est sous médication et plus stable, il croit qu'il sera plus disposé à parler. Cela s'avère vrai. Le FBI rend visite à Eddie à l'hôpital psychiatrique et lui montre des photos des scènes de crime de Bundy. Ils expliquent que Bundy décapite ses victimes et garde les têtes comme trophée. Eddie commente que retirer une tête est difficile et exige un type spécifique de scie, une scie à archer. Il leur dit alors que s'ils veulent vraiment attraper le gars, ils doivent enquêter sur les personnes qui ont récemment acheté ces types spécifiques de scie. Le FBI remercie Ed pour son temps et s'en va. Pendant son temps libre, Ed découpe des histoires des crimes de Bundy dans les journaux. Ce n'est pas totalement clair ce qu'il fait avec elle, mais il semble qu'il essaye d'analyser les schémas de Bundy et de dresser un profil. À Crest Hill, Illinois, il y a un autre tueur en série, nul autre que Richard Speck, le tueur de masse qui a tué plusieurs étudiantes infirmières. Richard idolâtre Eddie et ce qu'il a fait. Il lui envoie même des lettres. Dans une lettre en particulier qu'Eddie reçoit, Richard mentionne un homme qu'il idolâtre. Il explique que l'homme a été tellement influencé par ces meurtres d'étudiantes infirmières qu'il prévoit de commettre un crime similaire, visant une maison pleine d'étudiantes universitaires. Richard termine sa lettre en affirmant à Eddie qu'il va lui envoyer la lettre que l'homme a envoyée à propos de ses plans. Quelque temps après, un policier de l'unité des crimes violents rend visite à Ed à l'hôpital psychiatrique après avoir reçu une lettre de lui concernant une piste sur les récents meurtres en Floride. Elle lui dit que le nom de l'assassin est Ted. Il croit que c'est la personne qui a traîné partout en tuant des femmes et des jeunes filles. Il explique alors comment il est arrivé à cette conclusion. Il s'agissait de la lettre que Richard a dit qu'il allait envoyer à Ed. Les meurtres de Floride correspondent aux détails décrits dedans. Peu après, les policiers arrêtent Bundy pour ses crimes odieux et Ed garde joyeusement depuis l'hôpital. Quelque temps s'est écoulé depuis que Bundy a été arrêté. Rose prend Ed à part à l'hôpital psychiatrique pour lui annoncer une triste nouvelle. Il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon en stade 4 et est au-delà du point où le traitement peut aider. Ed passe le reste de ses jours à l'hôpital, continuant ses routines habituelles. Un jour, Adeline lui rend visite. Ed ne l'avait pas vue depuis des années. Pendant la conversation, il lui dit à quel point il a été déçu qu'elle n'ait jamais écrit ou appelé. Adeline regarde Ed avec un mélange de tristesse et de culpabilité avant de partager qu'elle lutte contre une maladie mentale, tout comme lui. Ed suggère qu'elle pourrait prendre des médicaments, mais Adeline refuse d'être médicamentée. Elle partage alors que sa maladie mentale l'a poussée à écrire une liste de personnes qu'elle doit tuer. Bien qu'Ed craigne qu'elle ne le fasse, il sait qu'il ne peut pas l'en empêcher. Il lui dit qu'il l'aime avant qu'elle ne parte. Quelque temps après, Ed rend son dernier soupir allongé sur son lit. Plus tard, un groupe d'adolescents vole la pierre tombale d'Eddie, l'attachant avec une corde et la traînant dans la rue. L'un d'eux aperçoit un homme observant à distance.
c'est Norman Bates. Soudain, Buffalo Bill et Leatherface apparaissent, faisant fuir l'adolescent et sauter dans la camionnette d'un ami alors qu'elle démarre. Eddie observe à distance avec un léger sourire sur le visage avant d'allumer la tronçonneuse dans ses mains et de commencer à la balancer. Après, Eddie et sa mère sont assis sur un porche. Augusta regarde Ed et dit que seule une mère pourrait l'aimer. Regardant droit devant, Ed rit légèrement, se terminant ainsi. Monstre, l'histoire d'Ed Gein, série de suspense et drame de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.